Alors, merci, moi je suis très heureux aussi d'animer cette table ronde, ce colloque qu'on m'a demandé d'animer comme une émission de télévision, dans un débat où il n'y aura pas de sentinelle, mais en tout cas un public qui pourra intervenir à la fin de ces 2 heures de réflexion. Vous êtes alors multicasquette puisque vous êtes polytechnicien, vous avez connu la Datar, le côté public, vous êtes passé par L'Oréal, 2 expériences qui vous ont nourri, qui vous ont enrichi, et puis aujourd'hui vous réfléchissez, vous prenez un peu de hauteur sur ces 2 expériences importantes dans votre carrière. 2 livres, on va en découvrir la couverture, Neuromanagement, c'était en 2008, et puis L'incertitude, la mère de l'incertitude, voilà, vous en découvrez la couverture, Neuromanagement et la mère de l'incertitude, 2 livres importants qui vous permettent de réfléchir. Et là, vous continuez d'ailleurs à écrire et à travailler et à amener une réflexion autour justement de ces questions d'incertitude et de décision. Vous dites finalement l'incertitude, bon, pourquoi essayer de la canaliser puisqu'après tout, elle est inhérente à la vie. C'est comme ça, il faut faire avec. Robert Branche, comment vous regardez? J'avais une question, alors encore une fois, je vais la poser aux conseillers, ça leur permettra de méditer ma question, mais est-ce on l'a vu dans l'allocution d'Hubert Védrine passionnante, il y a à la fois le début de son allocution où il explique tout est rationnel, tout est organisé. Puis finalement, les derniers mots, c'est de dire, finalement, il y a un mystère. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout gérer. C'est comme ça qu'il termine la réflexion qu'il mène. Il faut organiser le mieux possible. Et puis finalement, il y a quand même cette grande part de mystère qui fait qu'en levant la main, finalement, à travers ce geste qui incarnait plein de choses. Vous êtes d'accord avec ça? Vous dites, on ne peut pas tout contrôler, tout cadrer. Il y a une part d'incertitude comme ça, de mystère? Oui. Oui, tout à fait. Donc, pour préciser, moi, je suis aussi conseil, en fait, depuis une vingtaine d'années de dirigeant d'entreprise. Je crois qu'on vit sur un grand malentendu qui a été le développement d'une pseudo-science rationnelle de l'économie. Si ça marchait tant que ça, on n'aurait pas de crise. Hein. Donc, je veux dire, il suffit de se réveiller le matin pour voir que les systèmes ne sont pas maîtrisés. Et donc, je n'aime pas le mot de maîtrise de l'incertitude ou de maîtrise de la décision. Comme l'a dit très bien Hubert Védrine, une fois qu'on a compris qu'on ne sait pas pourquoi on décide, il faut quand même décider. Et donc la première étape, c'est de savoir qu'on ne sait pas pourquoi on décide. Et on ne sait pas pourquoi on décide de multiples raisons. Parce que d'abord, c'est massivement l'entreprise qui décide ou le régiment, puisque même si le décideur a l'impression d'avoir pris une décision, en fait, il décide sur la base d'un dossier dans lequel il y a déjà eu 99% des filtres. Deuxième point... Vrai pour tous les domaines, excusez-moi, ouais. Pour l'entreprise, pour la défense. Moi, j'ai touché à vraiment beaucoup de domaines d'entreprise. Après, on verra si... Mais un dossier est vraiment largement conditionné par ce qui a été fait avant, et la décision va elle-même conditionner, donc les sommes de boucle. Le deuxième point, on ne sait pas soi-même pourquoi on décide. Moi, j'ai passé ces dernières années à m'intéresser de près aux neurosciences, qui est un domaine absolument passionnant et qui bouge à toute vitesse. Je conseille à ceux qui ont du temps, au Collège de France, il y a en ligne les cours de Dehaene, qui sont absolument passionnants. Et on découvre qu'à 95%, nous sommes des machines inconscientes. Et inconscientes, non pas au sens freudien du terme, simplement au sens non conscient du terme. Donc nous construisons a posteriori les raisons pour lesquelles nous-mêmes nous avons décidé. D'où l'importance de l'expérience, puisque nous décidons d'abord sur le fond de notre expérience. D'où une dernière remarque liminaire. Je crois que l'art du management est l'art de la contingence. C'est-à-dire que quand on a réussi à un endroit, la seule conclusion qu'on doit en tirer, c'est qu'on a réussi à cet endroit. On ne peut pas en conclure qu'on réussira ailleurs parce qu'on était en phase avec cet endroit. Une sorte d'extrapolation de l'expérience. Vous dites finalement, pour juste clarifier ce que vous nous dites, même si par ailleurs c'est excessivement clair, mais on intellectualise trop a posteriori, c'est-à-dire qu'on agit de manière parfois presque un peu spontanée, et puis c'est ensuite seulement qu'on intellectualise et qu'on y réfléchit, c'est ça le... Oui, je pense qu'il faut surtout faire les boucles retour, hein, comme l'indiquait Hubert Védrine. Je pense que apprendre de ce que l'on a fait est essentiel, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on fait de la posteriori. Bon, il se trouve donc j'ai passé du temps à la Datar, j'ai même été président de son Datar pendant pas mal d'années. Donc je sais réellement, par exemple, comment se sont fait les usines de composants automobiles en Ardennes. C'est pas du tout comme l'expliquent les manuels, quoi. C'est-à-dire que la réalité du processus n'est pas celle du tout qui est expliquée. Je pense exemple où je connais bien ce qui s'est passé en Longwy, puisque je me suis occupé de Nord-Ardennes-Lorraine. Ouais. Donc la réalité d'un processus, la réalité d'un processus là qui était multiple, quand on l'explique après,
On construit a posteriori des explications qui sont intéressantes, hein, qui sont amusantes d'ailleurs et qui mobilisent beaucoup d'universitaires, mais qu'on peut avoir avec la réalité du processus. Robert Broche, et je donne la parole à Joanne Kindler par rapport à des décisions importantes et à la manière dont l'information peut circuler ou pas. Comment vous regardez cette question de garder la main et de ce nouvel élément, parce que chez les Romains et chez les Grecs antiques, la question de l'information à l'Internet n'existait pas, il y avait des décisions politiques et guerrières pour certaines d'entre elles, mais il n'y avait pas l'information. Qu'est-ce que cet élément-là apporte en plus ou pas d'ailleurs ? L'information, ce qu'elle a apporté, en fait, ça avait été évoqué dans le propos liminaire d'Hubert Védrine, c'est une synchronisation mondiale. On a tous le sentiment qu'il y a plus d'incertitudes aujourd'hui. Un de mes propos que j'ai développé dans différents de mes écrits, c'est que l'incertitude est le moteur de la vie depuis toujours. Simplement, avant, les incertitudes étaient locales. C'est-à-dire que, par exemple, un événement incertain à Pékin, avant qu'il arrive à Paris, on avait le temps de l'intégrer dans nos prévisions. Donc nous étions soumis à Paris qu'aux incertitudes de Paris. Alors que maintenant, par ce fait de l'information, nous sommes soumis à toutes les incertitudes, d'où cette sensation de perte de contrôle vis-à-vis de l'incertitude. Donc de vouloir aller vite, trop vite, finalement, poussé par ces espèces de flux. Et du coup, je vois moi personnellement 3 points pour arriver à essayer de reprendre l'initiative. Je dis bien essayer parce que ça ne marche pas dans tous les cas. Le premier point, ça a été évoqué dans le film, c'est avoir anticipé autant qu'on peut, simplement avec une vision de l'anticipation qui n'est pas une vision classique. C'est-à-dire qu'on a trop appris à anticiper en cherchant à faire des scénarios et de la prévision. Non, il faut faire la logique du signe noir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait de pire m'arriver ? Donc chercher à dérégler son système. Comment on peut dérégler son système quand on est un grand groupe ? On prend le pays le pire et on se dit si ce qui se passait là se passait partout, comment je réagirais ? Si mon meilleur produit s'effondre, comment je fais ? Donc stresser aux marges le modèle, non pas parce qu'on pense que ça va arriver, mais pour avoir accumulé un savoir-faire de réponse, se préparer à des effets de tsunami. Une fois qu'on sait qu'on peut avoir un tsunami, qu'est-ce qu'on fait ? On déplace certains villages, on crée quelques chemins d'urgence et on s'équipe de systèmes avant-coureurs du tsunami. Donc le premier point, c'est l'anticipation, mais dans cette logique-là, qui n'est pas la logique classique de « Ah oui, mais ça risque pas d'arriver ». Dans le monde de l'incertitude, on ne sait pas ce qui risque d'arriver. Donc l'important, ce n'est pas de se préparer à ce qui ne risque pas d'arriver, c'est de se préparer au pire, parce que le pire peut toujours arriver. Le deuxième point, c'est avoir des ressources disponibles. Et du coup, oui, parce que quand la crise arrive, si on n'a pas de ressources disponibles, on a du mal. Et du coup, je suis extrêmement inquiet à cause de ce que j'appelle l'anorexie managériale. C'est-à-dire la pression financière actuelle de plan de productivité en plan de productivité, qui touche aussi bien les systèmes privés que publics, amène les systèmes jusqu'à l'os. Et du coup, les ajuste à la vision que l'on a du présent. Et donc, par construction, ne laisse rien de disponible. Et crée du danger, enfin crée une instabilité. Non, c'est pas que ça crée du danger, mais c'est que le jour où le danger arrive, j'ai qui je mobilise, parce que j'ai personne pour mobiliser. Le troisième, et je m'arrêterai là, c'est le troisième point en période de crise, c'est d'oublier tout ce que l'on sait. Et plus on est expert, plus c'est dangereux. C'est-à-dire en ce moment, excusez-moi, en période de crise, parce que on est dans ce phénomène. Plus on est expert, plus on lit à partir du passé. Et moi, je suis frappé, par exemple, je n'agis pas directement dans la sphère politique, mais je suis frappé comme la pensée politique n'arrête pas de me parler du passé. C'est-à-dire qu'on ait fait un débat sur l'identité nationale en France, je mets de côté toutes les arrière-pensées politiques, à partir de l'histoire de la France et non pas à partir de son futur, me tétanise. Qu'on ne voit pas que Paris, comme New York et comme Londres, sont les lieux de cohabitation de toutes les races, et que donc la problématique est bien le métissage du futur, et donc que la problématique de l'identité de la France est de comment je construis une identité métissée, et non pas comment je la construis à partir du passé. Si on reste dans cet état d'esprit, on n'a aucune chance de rebondir, parce qu'on est omnubilé par le passé, omnubilé par la vision, et on ne comprend pas ce qui est en train d'advenir. Dire sur le mot information objectif, que vous appelez honnête, et puis compléter ça, je crois que l'important, c'est de développer une culture de ce qu'on appelle la confrontation. Nous avons quitté la jungle il y a très peu de temps. C'est-à-dire en termes d'évolution de l'espèce, il ne faut pas oublier que nous sommes infiniment près de la jungle. Dans la jungle, il y a 2 seuls comportements, le conflit
ou l'évitement. Quand un lion attaque une gazelle, j'ai jamais vu la gazelle se mettre à discuter avec le lion. Ou elle a appris le judo et elle lui en fait une prise, ce qui est rare. En général, elle se met à courir. Nous sommes des animaux, nous sommes programmés au conflit ou à l'évitement. Il va falloir que nous apprenions à mobiliser notre néocortex, le fait que nous sommes des hommes, quelque chose de nouveau, pour développer l'art de la confrontation, qui est le fait d'avoir le courage de discuter avec ce lion qui nous attaque, pour lui expliquer qu'on a un objectif commun, et je rejoins déjà à supposer de bien avoir explicité quel était l'objectif commun, pour développer que nous n'avons pas la même interprétation du monde, parce que le monde est suffisamment complexe, d'où mon petit débat sur le mot information honnête, parce qu'effectivement, il y a des désinformations, et là certainement, mais autrement, il est normal de ne pas être d'accord. Je crois que le premier signal d'alerte aujourd'hui dans une entreprise, c'est quand tout le monde est d'accord. Quand tout le monde est d'accord, mettez les indicateurs au rouge et ne prenez pas ça comme une bonne nouvelle. Et donc la confrontation, elle doit être en interne et en externe, bien entendu, comme l'indiquait Stephen Fuchs. C'est-à-dire qu'on doit avoir le courage de se confronter avec le dehors. Se confronter avec le dehors, c'est toujours parler vrai. C'est pas tout dire, c'est parler vrai. Et je pense que cet art de la confrontation, aujourd'hui, on en est vraiment au début du début. Et il y a une prémisse pour que la confrontation puisse exister, c'est la confiance. Alors. Parce que s'il n'y a pas de confiance, la confrontation ne peut pas exister. Il n'y a que du conflit et de l'évitement. Et donc, je rejoins ce mot qui a été employé plusieurs fois. Et donc, je crois que la première responsabilité du manager n'est pas de décider, c'est de créer la confiance. Robert Branche, puis je donnerai la parole à Johan Kidler et Stéphane Fuchs, mais comment vous regardez cette question un peu philosophique de la prise de décision? Parce que la prise de décision seule renvoie au pouvoir, renvoie à l'autorité, renvoie à la hiérarchie. Est-ce qu'on est encore dans cette organisation-là, ou est-ce qu'on va vers autre chose, vous qui réfléchissez et qui auscultez notre cerveau? Je ne suis pas le cerveau de l'extérieur. Je pense que le nouveau paradigme est de moins en moins de la décision solitaire, parce que comme les systèmes sont massivement chaotiques, quand vous êtes à la tête d'une entreprise de 50 000 personnes réparties dans le monde entier, l'important c'est que l'entreprise décide. Et je mets volontairement un sens neutre, c'est-à-dire que la totalité des gens, et comme l'indique le général, finalement localement prennent des décisions, et finalement le poids et l'impact des décisions que peut prendre le dirigeant seul, si on le ramène au poids de tout ce qui se décide, je ne dis pas qu'il n'a pas des moments où il décide, est finalement pas si important. Et donc je pense que la problématique moderne du management, et future, est beaucoup plus la problématique de l'émergence que la problématique de la décision. Et donc comment faire en sorte que d'un processus chaotique émerge une entreprise performante et qui garde un cap. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième sur assumer, autant vous me voyez en retrait sur le décider seul, autant je crois qu'un dirigeant, un grand dirigeant est un dirigeant qui assume et qui assume tout, y compris ce qu'il n'a pas décidé. Et un homme politique aussi, puisque il devrait. En non, tout ça cas. fait écho à. Non, mais des il choses devrait. récentes. Et je vais me faire l'écho d'un exemple que Jim Collins dans un livre qui a maintenant déjà une dizaine d'années aux États-Unis, qui est Level 5, Leadership Level 5. Et il a cette très jolie image en disant que pour atteindre ce niveau maximum de performance, il faut regarder le miroir et la fenêtre en sens inverse. Je dirais, ceux qui ne sont pas des très bons dirigeants vont expliquer que quand ils réussissent, c'est à cause d'eux, et quand ils échouent, c'est à cause des circonstances extérieures. Les très grands dirigeants disent toujours que quand on a échoué, c'est à cause d'eux, et quand on a réussi, c'est à cause des autres et du marché. Merci, restez. Alors, c'est pas terminé parce que je vous l'ai dit avant que vous nous applaudissiez. Il y a les étudiants qui piaffent, qui ont préparé leurs questions. Ils ont des questions. Je sais qu'il y a des questions dans la salle et c'est important que nos intervenants puissent y répondre avec un petit peu de temps. Malheureusement, le temps presse, mais c'est, je dirais, traditionnel. On va essayer de rester dans les délais raisonnables. Aimons pour HEC. Alors, je vais faire court, hein, comme le temps nous est compté. Alors, pour rester un petit peu dans les derniers propos qui ont été tenus, en termes de décisions difficiles à tenir, donc ma question s'adresse surtout à Madame Paganini et au général Lecointre. Est-ce que vous avez dû, à un certain moment dans votre carrière, renoncer à une décision qui était mûrie, qui était une décision de long terme, décisive, sous pression de l'urgence, de l'immédiat, donc prendre en fait une mauvaise décision ou ne pas prendre de décision parce que le contexte
immédiat en fait empêchait ou vous forçait à cela? Question difficile et bon, hein, vous demandez comme ça à fendre l'armure dans l'amphifoche. Un petit mot, Robert Branche, Oui, peut-être. j'ai un Quentin, j'ai un cas concret et assez exemplaire, dont je ne pourrais évidemment pas donner le nom, vous allez comprendre tout de suite, mais c'est un cas réel très récent. Un très grand groupe français décide de mettre en bourse une de ses divisions. Vous imaginez que c'est un processus long. Le processus est complètement préparé, complètement, hein, c'est-à-dire avec tout des bourses au plan mondial. La mise en bourse était prévue le lundi. Le samedi, les bourses s'effondrent. Elle n'a jamais été mise en œuvre, elle ne sera jamais mise en œuvre. On a un cas concret, je ne peux pas en dire plus parce que ça sera trop précis, d'une décision fondamentale et qui, la fenêtre de tir ayant été passée, d'autres options ont été prises. Et pourtant, c'est un processus qui avait été préparé sur un an. Excusez-moi, il n'y a pas eu de décision, c'est les éléments conjoncturels qui font que... Non, ils ont décidé d'arrêter la mise en bourse. D'accord, non, mais il y a bien eu no-go au dernier moment. D'accord. Mais la veille, 24 heures avant le go. Donc il y a bien eu un no-go, en disant les conditions ne sont plus remplies. Ça correspond un petit peu à votre cas, si vous voulez, général, de no-go sur l'opération, et une opération préparée pendant un an. Hein. Oui, Robert Branche, un petit mot et 2 questions, peut-être 3, dans la salle. Donc 2 mots, mais 1, l'homme providentiel, la femme providentielle, je crois que ça n'existe pas. 2, sur la notion de stabilité, j'aime bien la notion de mer, que j'ai donné le titre de mon livre. Prenez l'image d'un fleuve. La question, c'est de choisir sa destination. La destination, c'est le futur, c'est ce futur, la mer qui attire les fleuves, d'où le titre de mon livre. Et du coup, si vous visez une mer, c'est comme le fleuve, vous allez réagir dans l'incertitude, vous allez changer de cours, vous allez peut-être recreuser des digues, mais vous n'allez pas changer de mer. Donc c'est ça la vraie stratégie, c'est de choisir des points fixes, ce que vous appelez probablement votre action essentielle, je change le mot. L'action majeure, pardon. L'action majeure, mais je pense que c'est la même idée. L'Oréal a choisi en 70 la beauté. En 80, il a fait un grand chiffre. Il a dit ça sera aussi la beauté de l'homme. Point. Il ne se repose plus la question. Donc du coup, il peut agir dans l'urgence. Un cap. C'est-à-dire que et ça donne cette stabilité à du mouvement immédiat. Et du coup, on peut avoir, je dirais, cette vision. Moi, j'aime bien les visions asiatiques de mouvement, mais avec une stabilité sur le long terme. Il faut associer les deux. Cycle court, cycle long. Y a-t-il des questions dans un mot, il nous reste 3 minutes. Le sablier, voilà, le sable s'écoule lentement. Oui, sur les sciences, parce que je partage tout à fait ce point. Je pense que, et je vais préciser mon propos. Donc, j'ai fait l'X et j'ai réussi par les maths. Je pense qu'on a emmené les mathématiques à des endroits où ils n'ont rien à y faire. On a amené les mathématiques dans les sciences sociales dans les années 50, et c'est une erreur profonde. Et qu'on paye actuellement les pots cassés, on les a amenés dans l'économie aussi. Si ça marchait, on n'aurait pas de crise. Je ne vais pas faire beaucoup plus long que ça. Et donc je pense qu'il serait temps de remettre les mathématiques à leur juste place, et c'est un mathématicien qui parle. Le deuxième point, je rejoins l'humanité, c'est que comme je pense que l'art du management est l'art de la confrontation et la confiance, la science moderne est l'histoire. Et nous devrions mettre l'histoire en art majeur dans l'enseignement, parce que par l'histoire, on apprend l'art de l'interprétation et l'art de la confrontation. Et je pense qu'elle devrait être la matière majeure pour tous ceux qui ont la volonté d'aller vers le management, et certainement pas les mathématiques. Merci. Sincèrement, merci à tous ceux qui ont organisé et qui m'ont permis d'être là. Je remercie les étudiants qui m'ont accueilli chaleureusement, notamment Gauthier, qui est sur scène. Je remercie les étudiants de l'ENA, d'HEC. Je remercie tous ceux qui sont venus et qui se sont déplacés. Ils étaient nombreux. Je remercie évidemment François Lecointe, général de brigade à Poitiers. J'avais dit à Nantes, c'était une erreur. Je remercie Laurence Paganini. Vous quittez les Trois Suisses pour d'autres horizons. On se reverra probablement. Robert Branche, merci. Des livres en préparation. Et je rappelle ce dernier, La mer de l'incertitude. Les mers de l'incertitude, voilà, je disais une bêtise. Merci à Jonathan Kidler, vous allez repartir, j'imagine, en Allemagne, rester quelques jours peut-être à Paris. Je n'ai pas dit, vous y tenez beaucoup, vous êtes toujours en activité et vous êtes aujourd'hui avocat, vous prolongez le travail, l'expérience par des activités d'avocat. Et puis, je remercie Stéphane Fuchs, évidemment, Euro, RSCG, Havas, merci d'être venu nous éclairer de votre expertise et de votre